Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, je suis avec l'homme qui a remplacé Thierry Breton à la tête d'Atos. Bonjour Élie Girard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin parce que vous avez plein de choses à nous expliquer et à nous annoncer, notamment votre engagement en faveur de la décarbonation. Vous allez avancer de 15 ans le calendrier pour Atos et j'imagine pour vos clients parce que vous êtes au fond un facilitateur et vous aidez vos clients à se numériser, à se digitaliser, mais aussi à se décarboner. Absolument, donc on a annoncé ça la semaine dernière, donc il y a effectivement deux pans dans ce qu'on a annoncé. Le premier, c'est pour Atos, pour atteindre ce qu'on appelle le net zéro de carbone en 2035 ou d'ici 2035. Au lieu de 2050. Au lieu de 2050, ce qui veut dire qu'on va réduire nos propres émissions de 50% entre 2019 et 2025, et celle du périmètre qui comprend également nos clients et nos fournisseurs, c'est un périmètre qu'on appelle sous influence, de 50% d'ici 2030, et donc le net zéro, c'est-à-dire compenser le reste des émissions pour arriver au net zéro carbone en 2035, donc 15 ans avant le... Pourquoi vous faites ça ? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, cette décarbonation accélérée, c'est un atout pour les entreprises qui vont le faire plus vite que les autres, et c'est un atout pour redémarrer notre économie ? Absolument. Alors là, je parlais de pour nous, pour Atos, c'est très important parce que d'abord, on peut le faire. On est dans un domaine, le digital, qui permet de le faire. Même si ça consomme beaucoup de ressources, les serveurs, le numérique, ça consomme beaucoup de ressources, mais on estime que le digital représente à peu près 4% des émissions carbone, alors qu'il permet, ou il permettrait, si on l'utilise à plein, de réduire entre 15 et 20% les émissions carbone du reste de l'économie. Parce qu'effectivement, on gère mieux la consommation énergétique. Absolument, absolument. On a par exemple chez Atos, on fait des supercalculateurs, c'est une de nos activités, avec des systèmes brevetés de refroidissement à eau chaude, pour expliquer, qui permettent d'avoir des supercalculateurs très peu énergivores. Et voilà, c'est un peu de travail, mais l'effet de levier sur l'ensemble de l'économie est énorme. Et ce qui est très important aussi, si je peux me permettre d'ajouter, c'est que on fait ça pour Atos, maintenant on fait ça pour nos clients, donc ça ouvre un champ absolument énorme. Et c'est aussi très important pour une entreprise comme Atos en termes de recrutement. Aujourd'hui, les jeunes générations qui sortent d'école, qui veulent travailler dans le digital et qui veulent travailler dans n'importe quel secteur d'ailleurs. Ils regardent carbone, ça devient le premier sujet dans bien des secteurs. Et comme vous avez besoin de recruter des talents, vous êtes obligé aussi, pas seulement vis-à-vis de vos clients, mais aussi vis-à-vis de vos salariés, de garantir cette accélération de la décarbonation. Absolument. Vous avez le débat de cette matinale, c'est est-ce que c'est compatible ? Est-ce que croissance et écologie, c'est compatible ? Et tout à l'heure, on avait l'économiste Christian de Pertuis qui nous disait, dans le bilan, il y a les investissements en faveur de cette économie décarbonée, et ça c'est un moteur de la croissance, mais il y a aussi les désinvestissements, parce qu'il faut mettre à la poubelle plein de technologies et d'investissements qui sont basés sur le carbone. Le bilan, coût-avantage, il est où ? Il est largement positif dans beaucoup de cas. Et je retourne un petit peu le sujet d'une certaine manière, c'est que si de toute façon on n'arrive pas à concilier les deux, on ne fera que de la bonne conscience. C'est-à-dire que on fera des rapports, et les entreprises continueront à faire des rapports de responsabilité sociale de l'entreprise, très très bien, on cochera des cases, on mettra des KPI comme on dit, mais on n'aura rien créé de soutenable dans la durée. Si on veut vraiment que tout ça soit soutenable, il faut qu'il y ait un intérêt économique à le faire pour les entreprises, pour nos clients par exemple. Et en fait, dès qu'on se penche sur la question et dès qu'on accepte de regarder l'intertemporel, c'est-à-dire les bénéfices sur plusieurs années, de ce qu'on appelle le total cost of ownership, le coût total par exemple d'un supercalculateur, l'investissement de départ est remboursé très rapidement en réalité. Mais quand même, ce qui est compliqué, c'est qu'à court terme, les profits des entreprises vont souffrir de la crise économique, de la crise sanitaire. Les marges sont réduites. Donc la tentation quand même, et c'est normal, de la part des chefs d'entreprise, c'est de réduire leurs investissements à court terme pour sauver les marges et pour offrir aux actionnaires une rémunération à laquelle ils aspirent. Comment on fait ? Comment vous dites à vos clients, accélérez le mouvement, investissez à court terme, sacrifiez vos marges ? Parce que je pense qu'on est un petit peu trop dans un schéma où il faut investir pour ensuite avoir un retour sur investissement. Il y a énormément de choses qu'on peut faire, notamment dans le digital. Remplacer des processus très carbonés, souvent encore manuels,
ou très industriels par des processus digitaux qui ne nécessitent pas d'investissement. Ce qui est formidable avec le digital, c'est ce que le cloud nous a appris, c'est qu'on est dans une économie, comme on dit, as a service, c'est-à-dire où les coûts sont très largement variables. Donc cette idée qu'il faut absolument investir des monceaux de millions pour avoir un retour après plusieurs années, dans beaucoup de cas, les business cases ne sont plus formés comme ça. Vous dites que ça peut aller plus vite que ce qu'on dit en général. Absolument. Le retour sur investissement peut être dès le premier jour. Alors, Élie Girard, il y a eu ce confinement qui a fait que le télétravail a explosé. On s'est dit que ça va digitaliser plus vite que prévu. Puis on voit par exemple les propositions de la Convention citoyenne où on parle assez peu de numérique et de digitalisation. Est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que les entreprises, elles ont bien compris que c'est maintenant? Elles ont bien compris que c'est maintenant. Enfin, elles ont été forcées de le comprendre. Il y avait déjà une tendance. Nous, on estime par exemple que le télétravail était sur notre base de clients qui est assez représentative, je pense, en Europe et aux États-Unis, était entre 10 et 20%. Et on va passer au-dessus de 40%. Il n'y a pas un retour, on voit beaucoup de boîtes là, ils disent ah, ça y est, les mesures sanitaires sont terminées, retournez, revenez au travail. Non, on ne voit pas ça. Je pense que les chefs d'entreprise sont très très prudents, ne brusquent pas leurs salariés pour absolument revenir au travail très rapidement. Il y a une volonté de trouver le bon équilibre entre les mesures sanitaires et puis le lien social que l'entreprise garantit, est garante de ce lien social. Donc c'est très important de trouver ce milieu. Trouver à court terme en tout cas. On fait revenir les gens pour redonner du lien. Je n'ai pas vu beaucoup d'exemples où on forçait, on brusquait les salariés. Ah, ça commence depuis 10 jours. Je vois dans plein de boîtes, on dit aux salariés allez maintenant revenez parce qu'on a peur que à distance les salariés aient perdu. Ça c'est vrai. Mais après il faut trouver le bon équilibre, le juste milieu. Mais je pense encore une fois qu'après cette période un petit peu tumultueuse, le new normal, la nouvelle normalité s'établira vers les 40% ou au-dessus de 40% de télétravail. C'est une nouvelle donnée avec laquelle il faut qu'on passe. En tout cas, on retient donc votre engagement zéro émission à partir de 2035 pour le groupe. Et j'ai entendu, c'est intéressant, et aussi vous vous engagez par rapport à vos clients. Absolument. Votre zone d'influence, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Le nouveau directeur général d'Atos, merci d'être venu sur ce plateau.